Une gifle retentit comme un coup de tonnerre dans le tribunal, déclenchant une tempête de colère incontrôlable. Dans la salle d'audience de la ville de Lumière, un événement bouleversant a ébranlé toute la France. La juge fédérale Élodie Dubois, une femme d'origine africaine puissante, vêtue d'un élégant costume noir, a été confondue avec une intruse dans le tribunal qu'elle présidait. Le sergent Pierre Lefebvre, connu pour sa main de fer et son caractère brutal, n'a pas hésité à lui asséner une gifle cuisante devant des dizaines de regards médusés. Le son sec de la gifle a résonné, figeant les avocats, faisant tomber les documents et suspendant le temps dans la salle. La colère a jailli dans chaque regard, surtout lorsque Lefebvre, d'un ton arrogant, a hurlé « Vous n'avez rien à faire ici. Partez ou je vous traîne dehors ». Il ignorait que cet acte n'était pas seulement une gifle à Élodie, mais à la justice française elle-même. Ce qui a attisé encore plus la fureur du public. Lefebvre a délibérément humilié Élodie avant qu'elle ne puisse présenter ses documents, ajoutant une menace glaciale. Ne m'obligez pas à vous apprendre ce qu'est l'ordre. Cette insulte n'était pas seulement personnelle, mais une tache sur la dignité de toute la communauté minoritaire de Lumière. Élodie, avec un regard perçant, s'est redressée, inébranlable, promettant une contre-attaque judiciaire palpitante. Avant de commencer, si vous êtes captivé par des histoires de justice pleines de suspense, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Sinon, mettez un like pour nous soutenir. Ne manquez pas la fin, car une révélation choquante vous attend à la fin de la vidéo. La salle du tribunal de Lumière vibrait encore de l'écho de la gifle infamante infligée à la juge fédérale Élodie Dubois par le sergent Pierre Lefebvre, un acte qui avait enflammé les esprits et jeté une ombre sur la justice française. Alors que les murmures choqués des avocats et des spectateurs s'éteignaient lentement, un silence lourd s'installa, comme si le tribunal lui-même retenait son souffle face à l'outrage. Mais ce n'était que le prélude d'une tempête bien plus dévastatrice, car Pierre Lefebvre, dans son arrogance aveugle, venait de commettre une erreur qui allait ébranler sa carrière et dévoiler au grand jour son passé trouble. Ignorant l'identité d'Élodie, Lefebvre, fort de ses 20 années d'autorité brutale dans les rues de Lumière, croyait avoir affaire à une simple intruse. Son regard, chargé de mépris, scrutait la juge avec une assurance arrogante, convaincu que son pouvoir incontesté dans cette petite ville du sud de la France lui permettait d'agir sans conséquence. « Vous n'avez aucun droit d'être ici », aboya-t-il, son index pointé comme une arme vers le visage d'Élodie. Sa voix, rauque et menaçante, portait l'écho de décennies d'intimidation, une arme qu'il avait perfectionnée au fil des ans pour soumettre quiconque osait croiser son chemin. Dans son esprit étroit, cette femme, malgré son élégance et son port altier, ne pouvait être qu'une étrangère, une perturbatrice venue profaner ce qu'il considérait comme son territoire sacré. La foule, figée, sentait la tension monter, une colère sourde grondant dans les poitrines face à cet abus flagrant. Élodie, immobile, ne scia pas. Ses yeux sombres, d'une intensité presque surnaturelle, transperçaient Lefebvre, comme si elle voyait à travers son masque de tyran local. Avec une lenteur calculée, elle ajusta son porte-document en cuir, un geste qui semblait défier le chaos ambiant. « Sergent, je pense qu'il y a un malentendu », dit-elle d'une voix posée, mais d'une fermeté qui fit frissonner l'assemblée. Chaque mot, prononcé avec une clarté implacable, semblait porter le poids de la justice elle-même. Lefebvre, déstabilisé par cette assurance, plissa les yeux, son visage se crispant sous l'effet d'une rage mal contenue. « Pas de malentendu !» rugit-il, avançant d'un pas menaçant, envahissant l'espace personnel d'Élodie. « Vous avez 5 secondes pour sortir, ou je vous fais sortir de force. » À cet instant, la porte du tribunal s'ouvrit avec un grincement dramatique, et l'huissier, un homme frêle nommé Julien Moreau, entra précipitamment, les bras chargés de dossiers. Son visage blêmit en voyant la scène. Il connaissait la réputation de Lefebvre, un homme dont la brutalité était légendaire dans les quartiers populaires de Lumière. « Sergent Lefebvre, je dois… » bégaya Julien, cherchant ses mots. Mais Lefebvre le coupa net. « Pas maintenant, Julien. J'ai une situation à régler. » Sa voix claqua comme un fouet, et l'huissier recula, terrifié. Pourtant, Julien savait quelque chose que Lefebvre ignorait, une vérité qui allait faire basculer cette confrontation dans une dimension nouvelle. Soudain, un détail inattendu fit monter la tension d'un cran. Un badge officiel glissa du porte-document d'Élodie,
tombant au sol avec un bruit métallique. Le sceau doré de la République française scintilla sous les néons du tribunal. Les spectateurs retinrent leur souffle, et même Lefebvre, pour la première fois, sembla hésiter. Élodie, sans perdre son sang-froid, se pencha lentement pour ramasser le badge, ses mouvements empreints d'une dignité inébranlable. Sergent Lefebvre, dit-elle en se redressant, je vous suggère de lire ceci. Elle lui tendit un document officiel, orné du même sceau prestigieux. Lefebvre, les mains tremblantes de fureur, arracha le papier, convaincu qu'il s'agissait d'une ruse. Mais à mesure qu'il lisait, son visage se décomposa. La sueur perla sur son front et ses yeux s'écarquillèrent, incapables d'assimiler la réalité. Le document portait le titre « Élodie Dubois, juge fédéral, nommée par décret présidentiel pour le tribunal de Lumière ». Un silence glacial envahit la salle. Les avocats échangèrent des regards stupéfaits, certains murmurant des prières, d'autres secouant la tête, incrédules. Julien, l'huissier, se couvrit le visage, comme s'il anticipait l'ouragan qui allait s'abattre. Élodie, toujours impassible, ajusta une nouvelle fois son porte-document. « Sergent Lefebvre, dit-elle, sa voix résonnant comme un verdict, je suis la nouvelle juge fédérale de ce tribunal, et je crois qu'il est temps de discuter de votre conception du respect et de l'autorité. » Chaque mot était un coup porté à l'ego démesuré de Lefebvre, dont les jambes semblèrent sur le point de céder. 20 ans d'intimidation, de pouvoir absolu dans les rues de Lumière, s'effondraient en un instant. Mais l'indignation ne s'arrêtait pas là. Un témoin, une jeune stagiaire du tribunal nommée Camille, avait discrètement sorti son téléphone pour filmer la scène. Ses doigts tremblaient, non pas de peur, mais d'une colère viscérale face à l'injustice qu'elle voyait se dérouler. Elle savait que Lefebvre avait terrorisé les quartiers latinos et africains de Lumière pendant des années, et ce moment, capturé en haute définition, allait devenir l'étincelle d'une révolte publique. Camille envoya la vidéo à une amie journaliste, accompagnée d'un message brûlant. « Il a frappé la juge fédérale en pensant qu'elle n'était rien. Le monde doit voir ça. » Ce qui rendait cette scène encore plus révoltante, c'était l'arrogance systémique qui sous-tendait l'erreur de Lefebvre. Il n'avait pas seulement mal jugé Élodie. Il avait agi selon un préjugé profondément enraciné, voyant en elle une menace simplement à cause de son apparence. Cette gifle n'était pas un incident isolé, mais le reflet d'un système qui, pendant trop longtemps, avait fermé les yeux sur les abus de pouvoir à Lumière. La colère des spectateurs, des avocats et même des employés du tribunal bouillonnait, alimentée par des années de frustration face à l'impunité de Lefebvre. Élodie, en cet instant, devint plus qu'une juge. Elle incarna un symbole de résistance. Son calme face à l'humiliation n'était pas une faiblesse, mais une force, une promesse que la justice, bien que bafouée, ne plierait pas. Alors que Lefebvre, pétrifié, serrait le document officiel comme s'il pouvait le faire disparaître, Élodie ajouta « Sergent, vous venez de commettre une erreur qui changera tout. Préparez-vous, car Lumière ne sera plus jamais la même. » Ces mots, prononcés avec une autorité tranquille, firent frissonner l'Assemblée. Ils annonçaient une tempête imminente, une révolution judiciaire qui allait ébranler les fondations mêmes de la ville. Le tribunal de Lumière, encore sous le choc des paroles cinglantes de la juge fédérale Élodie Dubois, semblait retenir son souffle. Le sergent Pierre Lefebvre, jadis maître incontesté des rues de la ville, se tenait là, figé, le document officiel tremblant dans ses mains moites, son arrogance pulvérisée par la révélation de l'identité d'Élodie. Mais ce n'était que le début de son humiliation publique, car la juge, avec une dignité inébranlable, allait transformer cet outrage en un moment décisif pour la justice française. Dans ce silence oppressant, où chaque regard pesait comme un verdict, Élodie Dubois s'apprêtait à révéler sa véritable puissance, non pas par la colère, mais par une maîtrise absolue de la loi. Contrairement à l'explosion de rage qu'attendaient certains, Élodie choisit la retenue, une arme bien plus redoutable. Ses yeux, tels des lames d'acier, ne quittèrent pas ceux de Lefebvre, qui semblaient rapetisser sous leur intensité. D'un geste précis, elle ouvrit son porte-document en cuir et en sortit un second document, orné du sceau de la République française, qu'elle posa sur la table du juge avec une lenteur délibérée. « Sergent Lefebvre, déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un glas dans la salle, ceci est ma nomination officielle au tribunal de Lumière. Mais avant de discuter de votre comportement, je vous invite à réfléchir à la gravité de vos actes. » Chaque mot, articulé avec une clarté implacable,
était un coup porté à l'ego démesuré de Lefebvre, dont le visage blêmissait à vue d'œil. La foule, jusque-là silencieuse, laissa échapper des murmures de stupéfaction, mêlés d'une colère croissante face à l'arrogance du sergent. Lefebvre, acculé, tenta de reprendre le contrôle. Je... je faisais mon travail, bégaya-t-il, sa voix brisée par une panique qu'il ne pouvait plus dissimuler. Mais ses paroles, autrefois craintes dans les ruelles de lumière, sonnaient désormais creuses, pathétiques. Élodie, sans ciller, répliqua « Votre travail, sergent, n'est pas d'agresser des citoyens, encore moins une juge fédérale. Votre méprise révèle une attitude bien plus profonde, et je m'assurerai que cela soit examiné. » La salle entière vibra d'une tension palpable, les avocats échangeant des regards incrédules, tandis que l'huissier Julien Moreau, toujours pétrifié, secouait la tête, comme s'il anticipait la chute inéluctable de Lefebvre. À cet instant, un événement inattendu fit grimper la tension d'un cran. Un cri étouffé s'éleva du fond de la salle. Une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un manteau usé, se leva brusquement, les larmes aux yeux. C'était Amira, une ancienne employée municipale de Lumière, connue pour avoir dénoncé les abus de Lefebvre dans son quartier. « C'est lui !» hurla-t-elle, pointant un doigt tremblant vers le sergent. « Cet homme a menacé ma famille, il a détruit nos vies. » Son éclat, spontané et chargé d'une douleur brute, électrisa l'assemblée. Les spectateurs, jusque-là spectateurs passifs, commencèrent à murmurer, certains criant leur indignation, tandis que d'autres serrèrent les poings, galvanisés par le courage d'Amira. Élodie, levant une main pour rétablir l'ordre, adressa un regard compatissant à la femme. « Madame, je vous entends, » dit-elle doucement, avant de se tourner vers Lefebvre, son ton redevenant glacial. « Il semble que votre réputation vous précède, sergent. » Cette intervention d'Amira, loin d'être un simple incident, devint le catalyseur d'une vague de colère collective. Dans la salle, d'autres voix s'élevèrent, des témoignages spontanés de résidents de Lumière qui, pendant des années, avaient souffert en silence sous le joug de Lefebvre. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, raconta comment le sergent l'avait frappé lors d'un contrôle d'identité, l'accusant sans preuve de trafic. Une mère, la voix brisée, évoqua la terreur infligée à son fils, menacé par Lefebvre pour avoir osé filmer une arrestation brutale. Chaque parole, chaque larme alimentait une indignation grandissante, transformant le tribunal en un espace de catharsis collective. La foule, unie par une rage commune, semblait prête à déborder, tandis que Lefebvre, isolé, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Élodie, consciente de l'intensité du moment, frappa son marteau une fois, un son sec qui ramena un semblant de calme. « Cette cour ne tolérera pas le désordre, » déclara-t-elle, avant de fixer Lefebvre, dont le visage était désormais inondé de sueur. « Mais elle ne tolérera pas non plus l'injustice. Sergent, vous resterez ici jusqu'à ce que nous ayons clarifié les faits. » Elle fit signe à un agent de sécurité, un jeune officier nommé Lucas, qui s'avança pour encadrer Lefebvre. Ce dernier, dans un sursaut de désespoir, tenta de protester. « Vous ne pouvez pas faire ça, j'ai des droits. » Mais ses paroles furent noyées par un grondement de désapprobation de la foule, qui voyait enfin l'homme redouté de Lumière réduit à l'impuissance. Un détail saisissant ajouta une dimension dramatique à la scène. Alors que Lucas s'approchait, Lefebvre, dans un geste instinctif, porta la main à sa ceinture, comme pour chercher son arme, oubliant qu'il n'était pas armé dans l'enceinte du tribunal. Ce mouvement, perçu comme une menace, déclencha une vague de cris dans la salle, et Lucas, d'un réflexe vif, saisit le bras du sergent, le plaquant contre une table. « Ne faites pas ça, sergent, » murmura Lucas, son regard dur révélant une colère contenue. Ce moment, capturé par la stagiaire Camille, qui continuait de filmer en cachette, devint une image emblématique. Le tyran, l'homme qui avait terrorisé Lumière, enfin maîtrisé par la justice qu'il avait si longtemps défiée. Élodie, toujours au centre de la scène, rassembla ses documents avec une précision chirurgicale. « Cette cour est en pause, » annonça-t-elle, avant de se diriger vers son bureau, ses pas résonnant dans le silence retrouvé. Mais avant de quitter la salle, elle s'arrêta et se retourna vers Lefebvre, qui, menotté, était escorté par Lucas. « Sergent, sachez que ce tribunal est désormais un lieu de vérité, » dit-elle, sa voix portant une promesse implacable. « Et la vérité, vous ne pourrez pas l'étouffer. » Ces mots, prononcés avec une autorité absolue, firent frissonner l'Assemblée. Ils marquèrent le début d'une révolution judiciaire,
une vague de justice qui allait bientôt submerger Lumière et révéler l'ampleur des crimes de Lefebvre. Alors que la juge Élodie Dubois quittait le tribunal de Lumière, son dernier avertissement résonnant encore comme un écho de justice imminente, une onde de choc traversa la ville. La vidéo capturée par la stagiaire Camille, montrant l'agression scandaleuse du sergent Pierre Lefebvre contre la juge fédérale, ne resta pas confinée dans l'enceinte du tribunal. En quelques minutes, elle se propagea comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, embrasant la France entière. À 14 heures, l'enregistrement était partagé sur Twitter par une journaliste locale, Claire Beaumont, avec une légende cinglante « Scandale à Lumière ». Un sergent de police gifle une juge fédérale, pensant qu'elle n'est qu'une intruse. En moins d'une heure, la vidéo atteignit 1000 partages, puis 10 000 en 2 heures, et à 18 heures, elle dépassait le demi-million de vues, provoquant une indignation nationale qui grondait comme un orage. La colère publique, alimentée par l'arrogance de Lefebvre, se transforma en un véritable soulèvement virtuel. Sur les plateformes comme Facebook, Instagram et TikTok, des citoyens de tous horizons partagèrent la vidéo, accompagnés de commentaires brûlants de rage. Inacceptable, écrivait une enseignante de Marseille. Encore un abus de pouvoir raciste, dénonçait un activiste parisien. Une hashtag confiant justice pour Élodie devint rapidement un cri de ralliement, grimpant parmi les tendances nationales. Les influenceurs interrompaient leur direct pour commenter l'affaire, tandis que les chaînes de télévision, de BFM TV à France 24, envoyèrent des équipes à Lumière, transformant cette petite ville en un épicentre médiatique. Chaque partage, chaque commentaire, amplifiait l'indignation, révélant des années de frustration refoulée face aux abus de pouvoir dans les forces de l'ordre. Dans un café bondé du quartier populaire de Sainte-Anne à Lumière, un groupe de jeunes, réunis autour d'un écran, visionnait la vidéo en boucle. L'un d'eux, Malik, un étudiant de 20 ans, frappa la table de rage. « Ce Lefebvre, il a terrorisé notre quartier pendant des années !» s'écria-t-il, sa voix tremblante d'une colère contenue. Malik raconta alors une histoire personnelle. 2 ans plus tôt, Lefebvre l'avait arrêté sans raison, l'accusant de vol à l'étalage. « Il m'a plaqué contre un mur, m'a traité de voyou devant tout le monde. J'avais juste un sac de course. » Ce témoignage, partagé en direct sur Instagram, fut visionné des milliers de fois, ajoutant une dimension humaine à la fureur collective. D'autres habitants, galvanisés par le courage de Malik, commencèrent à publier leurs propres récits d'abus, transformant les réseaux sociaux en un tribunal virtuel où Lefebvre était jugé par le peuple. Un événement inattendu vint encore attiser les flammes. Lors d'une retransmission en direct sur une chaîne locale, un ancien collègue de Lefebvre, l'officier retraité Gérard Dupont, brisa le silence. « J'ai vu Pierre intimider des innocents pendant des années », confessa-t-il, les larmes aux yeux, devant une caméra tremblante. « J'ai honte d'avoir gardé le silence. » Il ciblait toujours les mêmes, les Noirs, les Arabes, les pauvres. Cette confession, diffusée en direct, déclencha une nouvelle vague de réactions. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le commissariat de Lumière, où des pancartes exigeant « Justice pour Élodie » et « Stop à l'impunité » s'élevèrent dans la nuit. La foule, unie par une colère viscérale, scandait le nom de la juge, transformant son humiliation en un symbole de résistance contre l'oppression systémique. Au commissariat, le chef de police, Marc Fournier, arpentait son bureau, le téléphone collé à l'oreille, tentant de contenir une crise qui lui échappait. « Ce n'était qu'un malentendu », répétait-il aux journalistes de Libération et du Monde, la sueur perlant sur son front. Mais ces mots sonnaient faux, et chaque nouvelle notification sur son téléphone, des alertes sur la progression fulgurante de la vidéo, le faisait grimacer. À 20 heures, alors que les camionnettes des médias envahissèrent le parking du commissariat, Fournier convoqua ses officiers dans une salle bondée. « Personne ne parle à la presse », ordonna-t-il, sa voix tremblante de panique. « On dit que c'était un incident isolé, rien de plus. » Mais dans l'assemblée, certains officiers baissaient les yeux, conscients que la réputation de Lefebvre, surnommée « l'ombre de lumière » dans les quartiers populaires, n'avait rien d'isolé. Ce qui rendait la situation encore plus explosive, c'était l'émergence d'un second enregistrement, découvert par Claire Beaumont. Une caméra de surveillance du tribunal, jusque-là ignorée, avait capturé un angle inédit de l'incident, montrant Lefebvre ricanant après avoir giflé Élodie, comme s'il savourait son pouvoir. Cette image, publiée à minuit, fit l'effet d'une bombe, renforçant l'image d'un homme cruel et impuni. Les réseaux sociaux s'enflammèrent davantage,
et des pétitions en ligne demandant la suspension immédiate de Lefebvre recueillirent des dizaines de milliers de signatures en quelques heures. Élodie Dubois, depuis son bureau, suivait l'ampleur de la tempête médiatique. Assise à son bureau, entourée de dossiers, elle reçut un appel de Claire Beaumont. Madame la juge, la France entière est avec vous, lui dit la journaliste, la voix empreinte d'émotion. Élodie, impassible mais déterminée, répondit « Ce n'est pas seulement mon combat, c'est celui de tous ceux que Lefebvre a écrasés. » Ces mots, relayés par Claire dans un article publié à l'Aube, devinrent un manifeste, un appel à la justice qui résonna bien au-delà de Lumière. La ville, désormais sous les projecteurs nationaux, s'apprêtait à devenir le théâtre d'un reckoning judiciaire sans précédent. La tempête médiatique qui déferlait sur Lumière, alimentée par la vidéo virale de l'agression de la juge Élodie Dubois par le sergent Pierre Lefebvre, ne montrait aucun signe d'apaisement. Les rues de la ville vibraient d'une colère collective, les réseaux sociaux débordèrent de témoignages accablants, et le nom de Lefebvre devenait synonyme d'injustice. Mais dans l'ombre de cette révolte publique, un autre front s'ouvrait, plus insidieux, celui des secrets enfouis dans les mémoires des habitants de Lumière. Les murmures des quartiers populaires, longtemps étouffés par la peur, se transformaient en un rugissement, révélant l'ampleur des exactions de Lefebvre. Ce n'était plus seulement une gifle, c'était l'exposition d'un règne de terreur qui avait marqué des générations. Au cœur du quartier de Sainte-Anne, loin des caméras et des projecteurs, une réunion clandestine s'organisa dans une salle communautaire vétuste. Une trentaine de résidents, hommes et femmes de tous âges, s'y rassemblèrent, leurs visages marqués par la douleur et la détermination. À la tête de ce groupe se tenait Aïcha, une commerçante respectée, dont le frère avait été victime des brutalités de Lefebvre 10 ans plus tôt. « Nous avons trop longtemps baissé la tête », déclara-t-elle, sa voix tremblante de rage contenue. « Cet homme a brisé nos familles, nos rêves. Aujourd'hui, nous parlons. » La salle éclata en applaudissements, mêlés de cris de colère, tandis que chacun, tour à tour, partageait son histoire. Un vieil homme raconta comment Lefebvre avait falsifié des preuves pour envoyer son fils en prison. Une jeune femme décrivit les menaces reçues après avoir dénoncé une agression. Chaque témoignage, chargé d'une souffrance brute, renforçait la fureur collective, transformant cette réunion en un acte de rébellion. Un détail saisissant émergea alors, ajoutant une dimension glaçante à l'affaire. Une adolescente, Lina, âgée de 16 ans, sortit de son sac un carnet usé. « Mon père me l'a donné avant de mourir », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il disait que si quelque chose lui arrivait, je devais le garder. À l'intérieur, des pages manuscrites détaillaient des années d'abus orchestrés par Lefebvre. Des arrestations arbitraires, des preuves plantées, des familles extorquées. Le père de Lina, un ancien employé municipal, avait secrètement documenté les agissements du sergent, espérant un jour que justice soit rendue. Lorsque Aïcha lut à haute voix une entrée décrivant comment Lefebvre avait battu un adolescent jusqu'à l'inconscience pour un simple regard défiant, la salle explosa d'indignation. « Cet homme est un démon !» cria un homme dans la foule, tandis que d'autres jurèrent de porter le carnet à la juge Dubois. Cette découverte galvanisa les habitants, mais aussi les médias. Claire Beaumont, la journaliste qui avait initialement partagé la vidéo, reçut une copie numérisée du carnet par un messager anonyme. En publiant des extraits sur son site, elle titra « Le carnet de la honte, les crimes de Pierre Lefebvre dévoilés par une victime silencieuse ». L'article, illustré par des scans des pages jaunies, devint viral, attirant l'attention de rédactions nationales comme Le Figaro et Mediapart. Les détails sordides, des noms, des dates, des lieux précis, rendaient impossible toute tentative de démenti. La pression sur le commissariat de Lumière s'intensifia, les manifestants se rassemblant désormais jour et nuit, brandissant des pancartes avec des extraits du carnet. L'image de Lefebvre, jadis craint comme une ombre omnipotente, s'effritait sous le poids de ces révélations. Au commissariat, le chef Marc Fournier, dépassé par l'ampleur de la crise, tentait de limiter les dégâts. Dans une salle de réunion étouffante, il haranguait ses officiers, le visage rouge de frustration. « Pas un mot sur Lefebvre !» ordonna-t-il, frappant la table du poing. « Nous disons que ces accusations sont exagérées, que le carnet est un faux. » Mais ses paroles sonnaient creuses, et plusieurs officiers, mal à l'aise, évitèrent son regard. L'un d'eux, une jeune recrue nommée Sophie, sentit une colère monter en elle. Elle avait grandi à Sainte-Anne, où les récits des abus de Lefebvre étaient à monnaie courante.
En quittant la réunion, elle contacta secrètement Claire Beaumont, promettant de lui fournir des informations internes sur les tentatives de Fournier pour étouffer l'affaire. Ce geste, risqué mais courageux, marqua un tournant. Même au sein de la police, la loyauté envers Lefebvre s'effondrait. Dans son bureau, Élodie Dubois, informée des derniers développements, étudiait le carnet numérisé. Chaque page renforçait sa détermination. Lors d'une rencontre avec Claire, elle déclara « Ces témoignages sont la voix de lumière. Ils exigent justice, et je m'assurerai qu'ils soient entendus. » Ces mots, relayés dans un reportage télévisé, firent frissonner la nation. La juge, par sa présence imposante et son refus de plier, devenait un symbole d'espoir pour les opprimés. Alors que les manifestations grossissaient et que les révélations du carnet alimentaient la fureur publique, Lumière se préparait à un bouleversement sans précédent, où les victimes de Lefebvre, longtemps réduites au silence, prenaient enfin la parole. Alors que Lumière bouillonnait sous le feu des révélations, le carnet de la honte et les témoignages des victimes de Pierre Lefebvre ayant enflammé la colère publique, un silence pesant s'installait dans le bureau de la juge fédérale Élodie Dubois. Les pages numérisées du carnet, étalées sur son bureau, formaient un tableau accablant, chaque mot une preuve de l'injustice qui gangrénait la ville. Mais ce n'était que la surface d'un scandale bien plus profond, et Élodie, avec une détermination froide, s'apprêtait à frapper au cœur de ce système corrompu. Dans l'ombre, une alliance inattendue prenait forme, portée par des preuves irréfutables et des voix longtemps réduites au silence, prêtes à faire tomber l'empire de terreur de Lefebvre. Le lendemain matin, à l'aube, Élodie reçut une visite discrète de Claire Beaumont, la journaliste à l'origine de la tempête médiatique. Mais Claire n'était pas seule. Elle était accompagnée d'une femme frêle, aux cheveux grisonnants, nommée Marianne Lefort. Ancienne greffière du tribunal de Lumière, Marianne avait passé 3 décennies à archiver des dossiers dont certains contenaient des plaintes contre Lefebvre, mystérieusement égarées par le commissariat. « J'ai tout gardé », murmura-t-elle, posant une boîte usée sur le bureau d'Élodie. À l'intérieur, 32 dossiers, soigneusement classés, détaillaient des accusations contre Lefebvre, agression, falsification de preuves, intimidation. « J'ai vu des familles détruites, des vies brisées », ajouta Marianne, sa voix tremblante de rage. Mais personne n'écoutait. Jusqu'à vous. Ce geste, fruit d'années de courage silencieux, fit frissonner Élodie, qui comprit qu'elle tenait entre ses mains l'arme pour démanteler le règne de Lefebvre. Un témoignage inattendu vint encore intensifier la gravité de l'affaire. Lors d'une réunion avec Élodie, Marianne révéla l'existence d'un témoin clé, un ancien officier de police nommé Étienne Rouvier. Retiré depuis 5 ans, après un accident suspect, Étienne avait été menacé par Lefebvre lorsqu'il avait tenté de signaler des irrégularités dans une affaire de drogue montée de toutes pièces. « Il m'a dit que si je parlais, ma femme ne rentrerait pas chez nous un soir », confessa Étienne lors d'un interrogatoire secret organisé par Élodie. Sa voix, brisée par la peur, mais portée par une colère refoulée, décrivit comment Lefebvre avait orchestré une agression contre lui, maquillée en accident de voiture, lui laissant une jambe boiteuse à vie. Ce récit, enregistré par Claire, devint une bombe médiatique lorsqu'il fut diffusé dans un podcast urgent, intitulé « La vérité d'un flic brisé ». En quelques heures, l'histoire d'Étienne galvanisa les habitants de Lumière, qui voyaient en lui un symbole de résistance face à l'oppression. La rage publique s'amplifia lorsque Claire publia un extrait des dossiers de Marianne, révélant un cas particulièrement révoltant, celui de Samir, un lycéen de 17 ans, arrêté par Lefebvre pour « résistance » lors d'un contrôle d'identité. Les documents montrèrent des photos de Samir, le visage tuméfié, et un rapport médical attestant de fractures causées par des coups. Pourtant, le dossier officiel de la police prétendait que Samir s'était blessé en tombant. La mère de Samir, présente à une manifestation devant le commissariat, brandit ses photos, hurlant sa douleur devant les caméras. « Mon fils n'a jamais été le même après ça », cria-t-elle, déclenchant des sanglots dans la foule. Ce moment, capturé en direct par les chaînes nationales, transforma Samir en un martyr de Lumière, attisant une indignation qui menaçait de faire vaciller les autorités locales. Au commissariat, le chef Marc Fournier, acculé, tenta de nier l'authenticité des dossiers. Lors d'une conférence de presse chaotique, il balbutia. « Ces accusations sont des fabrications. Lefebvre est un officier exemplaire. » Mais ces mots furent noyés par les huées des journalistes, qui brandissaient des copies des dossiers de Marianne. Un incident dramatique vint sceller son discrédit.
Un manifestant, furieux, lança une pierre à travers une fenêtre du commissariat, provoquant un mouvement de panique. Cet éclat de violence, bien que condamné par Élodie, reflétait l'exaspération d'une ville à bout. La jeune officier Sophie, qui avait secrètement collaboré avec Claire, observa la scène depuis une salle de repos, les mains tremblantes. En voyant Fournier mentir, elle décida de transmettre à Claire des courriels internes prouvant que Fournier avait personnellement ordonné l'archivage de plaintes contre Lefebvre. Élodie, de son côté, travailla sans relâche, compilant les dossiers de Marianne et le témoignage d'Étienne. Lors d'une réunion avec Claire, elle déclara « Ces preuves ne concernent pas seulement Lefebvre, elles révèlent un système qui l'a protégé. » Sa voix, ferme mais empreinte d'une colère contenue, portait une promesse de justice implacable. Lorsque Claire diffusa ces mots dans un article intitulé « La juge qui défie l'impunité », ils devinrent un cri de ralliement pour les habitants de Lumière. Les manifestations redoublèrent d'intensité et des pancartes proclamant « Élodie, notre voix » envahirent les rues. La juge, par sa rigueur et son courage, incarnait désormais l'espoir d'une ville déterminée à briser les chaînes de la peur. Alors que Lumière vibrait sous l'élan d'une colère collective, portée par les révélations accablantes des dossiers de Marianne Lefort et le témoignage poignant d'Étienne Rouvier, le tribunal fédéral devenait le théâtre d'une bataille judiciaire sans précédent. La juge Élodie Dubois, transformée en symbole de résistance, s'apprêtait à frapper un grand coup contre le système corrompu qui avait protégé Pierre Lefebvre pendant des décennies. Dans l'aube brumeuse de lumière, une opération d'envergure se préparait, orchestrée par une femme dont la détermination faisait trembler les fondations d'une ville gangrénée par l'injustice. Les preuves s'accumulaient, les voix des victimes résonnaient, et l'heure de la justice approchait à grands pas. À 6 heures du matin, un convoi de véhicules noirs aux vitres teintées s'arrêta simultanément devant le commissariat de Lumière et la résidence de Lefebvre dans une rue paisible de la périphérie. Des agents fédéraux, portant des gilets pare-balles marqués du sceau de la République, descendirent avec une précision militaire, brandissant des mandats signés par Élodie elle-même. Au commissariat, l'agent spécial Julien Cartier présenta l'ordre aux gardiens, dont le visage blêmit à la lecture du document. Nous exigeons un accès total aux archives, ordinateurs et systèmes de Pierre Lefebvre, déclara Cartier, sa voix tranchante comme une lame. Les officiers présents, pris de court, échangèrent dans des regards nerveux, conscients que l'ère de l'impunité touchait à sa fin. À la maison de Lefebvre, la scène fut encore plus dramatique. Le sergent, réveillé par le hurlement des sirènes, était dans son garage, tentant frénétiquement de détruire des disques durs à coups de marteau. Lorsque les agents fédéraux enfoncèrent dès que la porte, il lâcha l'outil, son visage déformé par la panique. « Pierre Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation !» cria l'agente Clara Moreau à travers un mégaphone. Dans un élan désespéré, Lefebvre tenta de s'enfuir par une porte dérobée, trébuchant sur des caisses dans l'obscurité. Mais les agents, anticipant sa fuite, l'encerclèrent dans son jardin. « Ne bouge pas !» ordonna Clara, son arme pointée. Lefebvre, à bout de souffle, s'effondra à genoux, les menottes se refermant sur ses poignets avec un cliquetis qui résonna comme un verdict. La foule, rassemblée spontanément devant sa maison, éclata en cris de triomphe mêlés de fureur, scandant « Justice, justice !» sous le ciel gris de l'aube. Un détail saisissant vint intensifier l'indignation. Dans le bureau de Lefebvre, les agents découvrirent un coffre-fort caché derrière un faux panneau. À l'intérieur, des objets personnels appartenant à ses victimes. Un bracelet en perles, d'une mère célibataire, une montre cassée d'un adolescent battu, un médaillon gravé au nom d'un homme emprisonné à tort. Chaque objet, soigneusement étiqueté avec des dates et des noms, semblait être un trophée macabre, témoignant de la cruauté calculée de Lefebvre. « Cet homme est un monstre », murmura Clara, photographiant les preuves, tandis que les agents échangèrent des regards horrifiés. Cette découverte, relayée par Claire Beaumont dans un article brûlant, fit l'effet d'une bombe, amplifiant la rage publique. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des hashtags comme « l'estrophée de la honte » devenant viraux, tandis que les habitants de Lumière, révoltés, organisaient des veillées pour honorer les victimes. Au commissariat, la fouille révéla des archives parallèles, des rapports falsifiés et des courriels compromettants entre Lefebvre et le chef Marc Fournier. Un message, daté de l'année précédente, montrait Fournier ordonnant à Lefebvre de régler une plainte déposée par une famille immigrée. Cette preuve, diffusée par Claire, déclencha une vague de manifestations encore plus massive,
les pancartes exigeant la démission de Fournier. Dans une tentative désespérée de sauver sa carrière, Fournier organisa une conférence de presse, balbutiant des excuses maladroites. Ce sont des allégations sans fondement, clama-t-il, mais ces mots furent noyés par les huées des journalistes et des habitants massés devant le commissariat. Une femme dans la foule, brandissant une photo de son fils emprisonné à tort, cria « Vous saviez tout et vous l'avez protégé !» Son cri, repris par des centaines de voix, fit trembler les murs. Élodie, depuis son bureau, supervisait l'opération fédérale. Lorsqu'elle reçut les premières photos du coffre-fort de Lefebvre, son visage se durcit. « Ces objets ne sont pas des trophées », déclara-t-elle à Claire, venue lui remettre un rapport. « Ce sont des vies volées. » Elle ordonna une enquête approfondie sur chaque pièce trouvée, promettant que chaque victime serait entendue. Cette décision, relayée par les médias, transforma Élodie en une figure de proue, une héroïne pour une ville lassée des abus. Alors que Lefebvre était conduit dans une cellule fédérale, menotté et humilié, les habitants de Lumière, galvanisés par la rigueur d'Élodie, prirent les rues, brandissant des pancartes proclamant « La vérité vaincra ». La chute de Lefebvre n'était plus seulement une arrestation. C'était le début d'une révolution pour la justice. Alors que Pierre Lefebvre, menotté et brisé, était conduit dans une cellule fédérale, le tribunal de Lumière se préparait à un moment historique, où la justice allait enfin triompher. Les révélations des dossiers, du carnet de la honte et des trophées macabres découverts chez lui avaient transformé la ville en un brasier de colère et d'espoir. Dans cette arène de vérité, la juge Élodie Dubois s'apprêtait à rendre un verdict qui résonnerait bien au-delà des murs du tribunal, marquant un tournant pour une communauté longtemps opprimée. Quelques semaines plus tard, la salle d'audience était pleine à craquer, les regards fixés sur Élodie, dont la toge noire semblait incarner l'autorité inébranlable de la loi. Pierre Lefebvre, vêtu d'un uniforme orange de détenu, se tenait voûté, ses yeux fuyants cherchant en vain un soutien dans la foule. « Pierre Lefebvre », commença Élodie, sa voix résonnant avec une clarté implacable, « vous êtes reconnu coupable de 32 chefs d'accusation fédéraux, dont abus de pouvoir, falsification de preuves et violation des droits civils. » Chaque mot, comme un marteau, scellait son destin. Puis, elle se tourna vers Marc Fournier, l'ex-chef de police, prostré à ses côtés. « Marc Fournier, pour avoir couvert ces crimes, vous êtes condamné à 12 ans de prison fédérale. » La salle éclata en murmures indignés, mêlés de cris de satisfaction. Un événement inattendu intensifia l'émotion. Une femme, Aïcha, se leva dans le public, brandissant une photo de son frère, victime de Lefebvre. « C'est pour toi, Karim !» cria-t-elle, les larmes coulant, déclenchant des sanglots dans l'assemblée. Ce geste spontané, capturé par les caméras, galvanisa la foule, qui scanda « Justice !» Élodie, impassible mais touchée, frappa son marteau. « Cette cour rend justice aux victimes », déclara-t-elle, avant de condamner Lefebvre à 20 ans de prison sans liberté conditionnelle. Fournier, lui, s'effondra, vaincu. Dans les mois qui suivirent, Lumière changea. Sophie, la jeune officier, devint chef de police, imposant des réformes radicales, caméras obligatoires, enquêtes indépendantes. Les plaintes chutèrent, et les habitants, jadis terrifiés, saluaient désormais les patrouilles. Élodie, par son courage, devint une icône nationale, son nom gravé dans l'histoire de la justice française.